sur RFI. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Lundi 6 septembre 2021, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver pour le lancement de cette 10e saison du Grand Forum sur France Maghreb 2. Jusqu'à 18h, toujours de 16h à 18h, nous allons tâcher de décrypter l'actualité avec vous, amis auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000, accompagnés de nos chroniqueurs. Une équipe qui sera en grande partie la même que la saison dernière, qui va être renforcée au cours de cette saison, comme d'habitude, par des nouveaux arrivants qui vont vous rejoindre. Et pour cette première de la saison, je suis ravi d'accueillir, comme chaque lundi d'ailleurs, Monsieur Gamal Abina qui fait aussi sa rentrée. Comment il va, notre Gamal ? Ça va très bien, et toi, Christophe, comment ça va ? Alors, ça a été les vacances ? Très bien, je suis resté à Paris. C'est sympa aussi, hein, comme lieu. Paris, au mois d'août, il n'y a pas grand monde, on est tranquille. Hein. Ah oui, il n'y a pas grand monde, les restaurants sont fermés, c'est super. Ah bon ? Quasiment. Ah oui, il fallait venir à Marseille, mon vieux, tout est ouvert là-bas. Ouais, c'est clair. Voilà, du vieux port en passant par la Canebière, les Calanques, etc. On s'est régalé là-bas, à Marseille. On a rencontré quelques auditeurs, auditrices. Ça écoute France Maghreb de partout, voilà, c'est incroyable. Monsieur Tarek Mami, vous êtes une radio star là-bas à Marseille, hein, sachez-le. Il y a Monsieur Mami, le patron de la radio star. Et puis il y a la star de Marseille. Attention, Radio Star, c'est une radio marseillaise. Oui, ouais. et elle s'appelle Radio Star Tarek Mami France Maghreb 2. Ouais. Et puis il y a la star de la radio France Maghreb 2 à Marseille qui s'appelle Christophe Fro. Non, personne n'est une star, on est tous des stars à notre manière. Donc c'est star avec un grand S. Voilà, c'est ça. Ravi, cher Tarek, ça a été les vacances ? Super. Vous savez, les vacances, c'est quoi, cher Christophe ? Oui, je sais un peu, oui. Pour cette année, les vacances, ça a été pas nécessairement voyager comme tous les ans, mais c'est décrocher. Ouais. Et quand on décroche, quel que soit l'endroit où on est, quelles que soient les activités, on n'a pas ce stress administratif, papier, banque, machin. Et donc, en fait, les vacances, c'est de changer de rythme de vie. Bon, c'est la nouvelle philosophie de Tarek Mami de cette année. Pour cette première, on reviendra, messieurs, sur les Jeux paralympiques, parce que, quand même, ça se passait évidemment à Tokyo, d'ailleurs ça s'est refermé hier, avec 54 médailles côté français, ce qui est vraiment un très beau cru, on va dire, parce que d'abord ces Jeux paralympiques sont absolument pas médiatisés comme ils le devraient, contrairement aux Jeux olympiques comme on a eu le cas cette année. Et on sera tout à l'heure avec le vice-président régional de Centre Val-de-Loire, délégué au sport, Monsieur Mohamed Moulay, qui reviendra sur cette formidable épopée. À ce titre, dans ce pays qui parle de vivre ensemble, d'intégration, d'égalité, de liberté, je pense que les autorités, en tout cas sur le service public, devraient imposer le même nombre d'heures de sport olympique et paralympique, parce que pour nous ou pour cette génération, ça va sembler un peu bizarre, mais vous verrez que dans 3 ou 4 tours, c'est-à-dire d'ici une quinzaine d'années, pour la nouvelle génération, ça sera automatique et normal. Ouais. On y reviendra donc tout à l'heure avec notre ami Mohamed Boulay. À 17h, on parlera aussi du projet d'Anne Hidalgo de transformer une école en un centre de shoot. Et nous serons en compagnie d'un parent d'élève qui évidemment s'oppose. C'est vrai que l'association Paris Anti-Crack fait un formidable boulot. Ils étaient d'ailleurs ce matin sur CNews. Ça commence à faire du bruit, et surtout le crack qui commence aussi à gangréner quelques quartiers aux alentours. Déjà des quartiers bien touchés par ce phénomène triste qui embête évidemment la plupart des habitants de ces quartiers-là. Tout quartier populaire, ça va de soi. C'est ça, donc on en parlera tout à l'heure à 17h. On sera aussi avec notre ami Nassim Lach, et vous savez qu'on a relayé quelques initiatives d'opérations pour venir en aide après les incendies survenus cet été en Algérie, pour apporter des médicaments, etc. Et là, c'est une opération que j'ai trouvée assez intéressante. C'est le but de replanter des oliviers. Parce que vous savez qu'il y a aussi des oliviers qui, pour beaucoup d'ailleurs, étaient centenaires, qui ont été brûlés, cramés par les incendies. Et l'objectif de l'association avec notre ami Nassim Lach, c'est de replanter des oliviers en Algérie. Il nous en expliquera tout à l'heure. Et nous serons avec quelqu'un que vous connaissez aussi, mon cher Tarek, puisqu'il lance un nouveau spectacle, Monsieur Méziane Azaïch, le patron du Cabaret Sauvage, qui à partir de ce mercredi lance un nouveau spectacle en rapport avec la femme maghrébine. Voilà, c'est toujours bien en tout cas de retrouver notre ami Méziane, qui est très très inspiré comme à chaque fois. Il nous parlera de son nouveau spectacle.
Est-ce que vous avez suivi, messieurs, Anne Hidalgo, la dernière d'Anne Hidalgo? Elle était invitée chez Laurent Ruquier la semaine prochaine pour peut-être d'ailleurs annoncer sa candidature à la présidentielle. Et bien voici qu'elle a annulé sa présence à l'émission pour aller annoncer sa candidature, devinez où, dans le journal de 20h de TF1 cette semaine. Voilà. Madame Anne Hidalgo qui sera candidate, visiblement, représentera les socialistes pour la présidentielle. Et puis on parlera aussi... Et Montebourg, il voilà. Il va représenter qui? Je sais pas. En fait, on a l'impression que là, tout le monde va y aller. Ça va être vraiment un gros bazar total. Ça va faire total. les affaires de votre ami, le président actuel, Monsieur Macron, cher Christophe. Ah bah oui, ça risque de faire les affaires d'Emmanuel Macron. Voilà. Dans un instant... Déclaration officielle ce matin de Monsieur le maire, c'est création d'un nouveau parti présidentiel pour la campagne de Monsieur Macron. Aujourd'hui, c'est officiel. Ça, c'était presque... Voilà, ouais. La République en marche devenait vraiment embêtant pour lui. Voilà. Donc, dans un instant, le quiz nouvelle formule. Pourquoi nouvelle formule? Parce qu'il y a évidemment les questions classiques en rapport avec l'éphéméride, mais j'y ai glissé des questions en rapport avec l'actualité, histoire de corser un peu les choses. Je me suis dit, comme ça, on élimine toute éventuelle triche. Hein, et comme ça, voilà. Il n'y a plus de tricheurs. Non, non, bien sûr. C'est terminé. C'est terminé. Dans un instant, donc, Tarek Mami et Gamal Abina sont avec nous. Le match, le quiz, c'est parti pour cette nouvelle saison. Je vous souhaite une très belle saison. À l'écoute, évidemment, d'une seule et unique radio, France Maghreb 2. Et je salue nos amis marseillais. J'ai rencontré quelques auditeurs. Voilà, que l'on salue, auditeurs et auditrices, bien sûr. C'est la petite radio qui monte, comme disait une télé il y a 20 ans. C'est ça monte beaucoup. D'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a fait rire, il me dit... Ouais, j'aime bien ce que vous dites à la télé. Je n'ai pas au courant que c'est une radio, mais pour lui, c'est une télé. Ouais, franchement, continuez comme ça, c'est parfait. Bon, en tout cas, on les salue. Il paraît que quelques-uns doutent sur la Canébière qu'on soit quand même la première radio sur la ville, mais bon. Ah bah écoutez, il faut aller leur montrer alors. Hein. Il suffit de faire un petit tour dans quelques endroits aux proximités du Vieux-Port, vous allez entendre France Maghreb 2 partout. Vous allez au marché du Soleil, France Maghreb 2 à fond. On va faire mieux, on va leur envoyer une radio DAB portable, de poche. Comme ça, chaque fois qu'ils ont un doute, ils écoutent. Voilà, c'est ça. Bah, il suffit d'être sur le 93.8 et tout va bien. Hein, voilà, tout Marseille. Alors j'ai appris un truc. Marseille est 2 fois plus grande que Paris. Oui. Voilà. Et puis elle est, comment dire, elle est large. Oui. Et puis ce qu'il y a d'extraordinaire à Marseille, c'est 3 ou 4 choses. Moi, j'adore cette ville. C'est comme ça. Et je l'ai découverte avant même qu'on ait la radio. C'est la première ville, comme tous les immigrés de l'époque. J'étais étudiant, mais c'est la première ville française que j'ai foulée en arrivant de Tunisie. Ouais. Sorti du bateau, donc tu sors par Marseille. Alors, ils ont 3 choses extraordinaires quand même. Ils ont le beau temps pratiquement toute l'année. Ouais, je me suis payé un bel orage quand même. Voilà. Vendredi. Non, mais le presque, c'était pour ça, Christophe. Oui. Ils ont la mer Méditerranée très belle, très bleue, superbe plage quand on sait choisir. Et ils ont les montagnes. Et surtout, ils ont la banlieue dans la ville. Ouais. C'est une spécificité française. Donc, une ville qui cumule tout ça, normalement, elle devrait battre sur tous les plans, y compris économique. Je ne parle pas de foot pour ne pas commencer par la provocation d'année, mais elle devrait battre Paris sur tous les plans parce qu'elle a tous les atouts. Malheureusement, comme a dit le président Macron, il a été courageux de le dire aux élus locaux. Vous avez tous les avantages, mais comme vous refusez de travailler ensemble, vous ne ferez jamais rien. Et j'ai trouvé courageux de sa part de leur balancer ça quand même. Une belle transition puisque nous en reparlerons justement. Nous reviendrons sur la visite de Macron qui d'ailleurs était de Marseille à Macron et de Macron à Marseille. La plus longue visite consacrée à une ville depuis son élection. Hein. C'était 3 jours. Ah ben c'est là-bas qu'il va gagner la prochaine élection. Alors ça c'est peut-être moins sûr parce que quand même je sais pas combien de milliards. Oui, mais vous savez les Marseillais vous disent quoi? Vous savez on a l'habitude. On en a eu plein qui sont venus. Mais là il va aller vite. Oui, vous savez Guérini est resté longtemps patron de la ville parce qu'il a arrosé. Donc celui-ci, il vient arroser. Et il a ressorti sa phrase, est-ce qu'il y a des Tunisiens, est-ce qu'il y a des Algériens, est-ce qu'il y a des Marocains, vous êtes tous Français. Il l'a ressorti, mais d'une manière beaucoup plus subtile. Que vous soyez originaire d'eux, vous êtes tous Marseillais, vous êtes tous Français. Restez avec nous dans un instant. Le quiz, nouvelle formule, Nassim Lachlache, Béziane Azaïch, nos invités, Tarek Mami, Gamal Abina. C'est parti pour cette nouvelle saison sur France Maghreb 2 du LGF. Le LGF sur France Maghreb 2 de retour pour cette 10e saison avec aujourd'hui pour cette rentrée monsieur Gamal Abina et monsieur Tarek Mami qui sont avec nous. Tarek Mami c'est le vendredi mais comme c'est les jours de rentrée évidemment on devait commencer cette saison avec monsieur Mami qui sont tous les deux de retour évidemment de vacances comme nous on fait notre rentrée un petit peu après tout le monde et c'est ça qui est bien.
finalement, de faire la rentrée après tout le monde. C'est un nouveau concept. Ouais, c'est un nouveau concept, mais c'est bien. C'est un nouveau concept du mot liberté, quoi. C'est ça, exactement. Liberté qu'on crie beaucoup dans les rues en ce moment. Il y avait encore d'ailleurs du monde. En tout cas, c'est de l'anticonformisme, et moi je me trouve très bien dans l'anticonformisme. Voilà. Ah oui. Ne jamais faire les choses comme les autres. Exactement, ça c'est bon. Allez, c'est parti pour le quiz, nouvelle formule, les amis. 16h-18h, le grand forum sur France Maghreb 2. 16h-18h, avec Christophe Fro. Avec le quiz. Face à Tarek Mami. Alors, nouvelle formule, pourquoi? Parce que c'est à côté. Effectivement, il y a des questions en rapport avec l'éphéméride. Donc nous sommes le 6 septembre et des questions aussi en rapport avec l'actualité. Stéphanie de Monaco. Non. Ah tiens, une question en rapport avec Marseille, je n'en dis pas plus. Première question. Après une affaire de corruption, tiens, ça colle bien avec Marseille. En 1993, l'UEFA exclut quelle équipe française de la Coupe d'Europe? Marseille. Des clubs champions. Et il pensait que j'allais répondre à ça. Bah oui. Vous pouvez courir, hein. Vous pouvez courir, hein. Moi, j'y connais rien, mais il a donné la réponse. Il a dit, genre, à propos de Marseille. Question d'actualité toute fraîche. Tarek Mami, Gamal Abina, quelle équipe africaine est devenue, pour la 3e fois de son histoire, championne d'Afrique de basket? L'Algérie? Non, la Tunisie en battant la Côte d'Ivoire 78-75. Troisième. Et les filles tunisiennes jouent la finale de la Coupe de football féminin aujourd'hui pour la 2e fois. Ça fait plaisir. En tout cas, bravo aux Tunisiens. En tout cas, les Tunisiens ne savent pas faire de l'économie, ne savent pas régler les problèmes de Covid, ne savent pas faire de la politique. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont forts en sport, hein. Pas le foot. Ah si, ils ont battu, ils ont gagné là. Non, mais les trois équipes maghrébines ont gagné. Pour les foot, pour les femmes, et en termes, cher Gamal, puisque là vous la ramenez, vous la ramenez sur quel est le classement des pays arabes dans ces Jeux para-olympiques? Quel est le premier pays? Allez, vas-y. Bah c'est la Tunisie, non? Non, c'est pas la Tunisie. Tunisie avec 4 médailles d'or. Voilà. Dans 2 par la... Oui, en médaille d'or, mais pas en cumul de médailles. Non. Bah, on compte l'or. Oui, donc 4 or, dont 2 par la même personne. Madame Plili. Originaire de Gafsa, la ville de notre ami Amar Qadmi. Oui, mais ça change rien. En foot masculin, ils sont pas bons. Ah, d'accord. Oui, ça alors là, vous avez gagné 8-0 contre une équipe qui s'est à peine jouée. Oui, on va appeler Razik pour lui dire, rappelez-nous le nombre de titres africains. On a 2 Coupes d'Afrique algériennes. Oui, justement, on appellera Razik qui est d'autre. Je suis pas sûr que la Tunisie ait 2 Coupes d'Afrique. Ils en ont une, c'est sûr. Bah, vous appellerez Razik, il départagera les auditeurs. Bon, alors, 3e question, un partout. Je cherche un chanteur ténor italien. Il est mort en 2006, Luciano Pavarotti. Bonne réponse, Gamal Abid. C'est le seul que je connaisse. Question actu. Question actu. Le match, je sais pas si vous avez suivi hier, Brésil-Argentine. Non. Arrêté au bout de 7 minutes. À la 6e minute, pour être exact. J'ai dit 7, c'est pas grave. Pour quel motif? Alors, en fait, il y a 2 motifs. Il y a un motif officiel. Oui, mais c'est l'officiel qui m'intéresse. Ah bah c'est Covid. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui est descendu dans le terrain pour dire à l'arbitre que les conditions Covid sont pas... En fait, c'est plus simple que ça. Vous avez dans l'équipe d'Argentine 4 joueurs qui jouent en Angleterre, pardon. Et au Brésil, en fait, tous ceux qui viennent d'Angleterre doivent observer une période de confinement, d'isolement. Ils l'ont pas fait, du coup les officiels brésiliens sont descendus sur le terrain et ils ont interrompu le match, incroyable, pour suspicion. Et le premier qui est descendu, c'est pas un officiel, c'est un spectateur qui est descendu voir le truc. Mais c'est l'Amérique du Sud. Monsieur Christophe, donc il y a Monsieur Itache qui vous passe le bonjour et qui dit: j'ai regardé la finale de basket avec la Tunisie, c'était un trop bon match. Donc le bonjour de Monsieur Itache. Très bien, merci Monsieur Itache, on le salue. Eh bien le point à Tarek, donc ça fait 2 partout pour l'instant. 5e question. Après Tanger, quel politique marocain a été chassé d'Agadir? On est à 3 jours d'une élection. On est à 3 jours d'une élection au Maroc d'ailleurs. Actuellement là? Oui, c'est pas le Premier ministre. Non. Eh ben si, c'est le Premier ministre. Écoutez ce qui se passait. El Othmani qui a été chassé effectivement par les gens d'Agadir. C'est impressionnant. C'est Othmani? Ouais, Othmani qui a été chassé par la population. Alors, je vais vous donner une info qui n'est pas une première, mais j'ai pas voulu l'envoyer dans le groupe parce que c'est en langue arabe, donc beaucoup de gens. C'est une vidéo faite hier dans la nuit par l'ancien Premier ministre marocain, M. Benkiran,
Il tire à boulet rouge contre le futur Premier ministre, M. Akanouche. Et vous savez qu'est-ce qu'il lui dit? Quand on a des soupçons d'enrichissement sans cause et 17 milliards dont on ne sait pas d'où ça vient, et surtout quand il y a quelques années, aucune voiture ne s'arrêtait dans tes stations d'essence, tant nous, on n'était pas vendus, je veux bien qu'on m'explique comment vous faites pour aujourd'hui devenir quelqu'un. Et c'est un truc d'une quinzaine de minutes, mais d'une brutalité rare vue. Alors, la règle du jeu au Maroc, c'est qu'on ne touche pas au roi. Et donc, il dit, le roi n'est pas en cause, alors que c'est le roi qui nomme tout ça. Et il met de côté le roi, 15 minutes, Sir Christophe. Je vous le traduirai volontairement, j'ai la vidéo sur moi, et vous allez voir que c'est une réponse à cette expulsion d'Othmani. Et il lui dit clairement, nous, quand on arrive au pouvoir, on sait pourquoi on y arrive, mais vous savez pas pourquoi, et on va s'occuper de votre cas. Dernière question. C'est une guerre politique, j'aime pas le mot guerre civile, mais le Maroc, ce côté-là, risque d'avoir des gros problèmes à venir entre M. Akanouche et le parti PJD. Il n'y a pas que le PJD, ça va beaucoup plus Dernière question pour tenter de vous départager, messieurs, pour cette 6e question, puisqu'il y a égalité entre Tarek Mami et Gamal Abina avant de recevoir notre ami Méziane Azaïch qui nous attend. Quel député des LR a annoncé hier sur RTL son intention de voter Zemmour en cas de deuxième tour Macron-Zemmour? Ah ben je suis pas ce genre d'actualité, cher Christophe. Il était sur RTL, il l'a annoncé hier. Député LR? Oui. Indice des Alpes-Maritimes. Ah oui, c'est Ciotti. Ciotti, écoutez plutôt. Justement, votre rapport à Éric Zemmour, faisons une seconde de politique fiction. En 2017, vous ne vouliez pas choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Si d'aventure on avait un second tour Emmanuel Macron et Éric Zemmour, est-ce que vous diriez la même chose? Je voterai Éric Zemmour, très clairement. Mais justement, vous dites avoir des différences. Vous voteriez Éric Zemmour donc face à Emmanuel Macron. Face à Emmanuel Macron. Voilà, oui, non, mais c'est important. Donc ça veut dire. Alors, en quoi vous êtes si différent de lui? Vous dites, on n'est pas du même parti, mais si on vous a entendu sur l'immigration, on vous a entendu sur le droit du sang, on se dit quel est, à part peut-être cet affichage et cette étiquette LR. Est-ce que sous cette étiquette, il n'y a pas une ressemblance forte? Vous avez posé des différences tout à l'heure. Vous m'avez posé des questions où on n'était pas en phase. Lesquelles? Sur quoi? Où on n'était pas en phase. Il y a des sujets sur lesquels je n'adhère pas. Sur son regard, sur son analyse, sur la place des femmes dans la société. Voilà, il a des analyses là-dessus que je Est-ce qu'au premier tour, vous pourriez voter pour lui si vous n'êtes pas désigné par la primaire? Mais bien sûr que non. Moi, je voterai. D'abord, j'espère gagner cette primaire. Si ce n'est pas le cas, mais il y a peut-être d'autres étapes après la primaire, je voterai pour le candidat de la droite républicaine. Il a rajouté d'ailleurs dans cette interview qu'il était favorable à interdire le port du voile pour les mineurs. Voilà, ça revient d'ailleurs sur le tapis. Hein. Les LR, à chaque fois, nous ressortent le voile. Celui-là, on se demande, il devrait franchir le pas et aller au parti de Mme Le Pen ou créer son propre parti, surtout qu'il est en guerre aussi avec le maire de Nice aujourd'hui. Tout ça pour Estrosi. Alors, 2 informations viennent de tomber. Je remercie Razik. La première, et je parle sous le contrôle de Razik qui nous écrit à tous, Belmondo est décédé. Non. Jean-Paul? Oui, à l'instant. Si vous voulez l'annoncer à la radio, merci Razik. Et la deuxième chose, il donne raison à son compatriote franco-algérien, M. Gamal, puisqu'il dit Algérie 2 cannes, Tunisie 1 canne. Merci. En victoire. C'est peut-être pour l'année prochaine la deuxième canne tunisienne. Oui, et vous voyez que moi je donne les infos sans faire les commentaires. Merci mon Razik. Donc Jean-Paul Belmondo serait décédé. Oui. C'est triste. Ça c'est une grande perte évidemment. Un immense acteur, Jean-Paul Belmondo, qui était malade d'ailleurs. Qui mérite pas de mourir, comme disait ma mère. Oui, il n'y a personne qui mérite de mourir. 88 ans, il vient de décéder malheureusement. Voilà. En tout cas, une grande perte et j'imagine que tous les médias vont basculer leur programme. Et ce soir, on va avoir des super films de Belmondo. Surtout le plus grand acteur du cinéma français. Exact. En tout cas, bravo à Tarek Mami qui signe sa première victoire pour cette saison. Je vais tenir les comptes. Il faut toujours gagner le premier match et le dernier match des saisons. Voilà. Parce que dans l'intervalle, les auditeurs oublient. Donc là pour le coup, c'est la Tunisie qui reprend l'avantage face à l'Algérie, mon cher Gamal. Oui, mais on est en début de saison. Oui, c'est ça. Tiens, puisqu'on parle d'Algérie, on est avec notre ami Méziane Azaïch, que vous connaissez tous. Comment ça va, mon Méziane? Ah, mais
Mais Tariq, il jouait à domicile. Ah ouais, c'est ça, il joue à domicile. Il a trouvé le mot, hein. Comment ça va, mon Méziane Azaïch, directeur du superbe endroit, le Cabaret Sauvage, qui va accueillir un nouveau spectacle dont tu es encore à l'origine, mon cher Méziane. Raconte-nous, ça commence mercredi. Bonjour, Méziane. Bonjour tout le monde. Bonjour Tariq. Ouais, t'exagères, t'abuses parce que t'es à domicile, t'écrases l'Algérie comme ça. Alors, raconte-nous. Ça va tout le monde, mon Méziane, merci beaucoup. Alors, raconte-nous ce nouveau spectacle qui démarre à partir de mercredi au Cabaret Sauvage pendant 3 semaines. Ah, j'ai pas envie de le raconter, j'ai envie que vous venez le voir. Oui, non, si on commence à le raconter, vous le connaissez, vous n'allez pas venir voir. Vous nous faites juste une bonne danse. Ouais, déjà le nom du spectacle, il est magnifique. Ça commence, me libérez pas, je m'en charge. Me libérez pas, je m'en charge, c'est le nom du nouveau spectacle. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. On s'adresse à notre histoire encore. Si je devrais définir ce spectacle un peu avec 2 mots, oui. je dirais c'est un Barbès Café au féminin. Ah, très bien. Barbès Café au féminin pour ceux qui ont vu Barbès Café, voilà. Ça tombe bien, Christophe rentre de Marseille où il a été mangé tous les jours dans un restaurant qui s'appelle Le Féminin. Absolument, et on mange du très très bon couscous d'orge, mon cher Méziane. Ah, le couscous, le fameux couscous. Voilà. Et vraiment. Ouais, là, mais avant, j'avais un restaurant et à chaque fois que je croisais une dame, une française ou un français, et il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je travaille, j'ai un restaurant. Elle me dit, vous faites du bon couscous, hein. J'espère. J'ai jamais fait de couscous de ma vie. On m'a collé le couscous quand même. Voilà. Et mon restaurant, c'était un restaurant, franchement, et c'est un restaurant gastronomie française, quoi. Et puis, à chaque fois, ça venait le couscous. Ouais. Et je faillis finalement balancer dans le couscous. C'est normal. En tout cas, c'est normal, t'as une gueule d'arabe, donc tu fais du couscous. Question des journalistes, Méziane. Quand est-ce que tu vas ouvrir un département donc Cabaret Sauvage à Marseille? À Marseille, oui. Et tu sais, il y a quelqu'un qui est en train de me démarcher pour prendre l'ancien chapiteau et de l'installer à Marseille. Eh ben, on le fera avec France Maghreb. Voilà, avec France Maghreb. Inch'Allah, c'est parfait. On va reprendre les contacts, mon message. Alors, le spectacle s'appelle Ne me libérez pas, je m'en charge. Sache, Tariq, qu'il y a un chapiteau qui dort, un magnifique endroit qui dort dans des conteneurs. On y va. Et qui fait rien. On y va. Et il est prêt à être exploité où tu veux. Voilà, on va en parler et Marseille mérite, avec tout ce que le président vient de dire et de déclarer, c'est la campagne électorale, donc c'est le moment où il faut amener le Cabaret Sauvage. Il faut que les Marseillais découvrent les grosses œuvres que vous faites depuis des années. Et il faut leur amener cette culture qui est aussi la leur et que personne ne développe à Marseille. Et mon cher Méziane, écoutez, on est prêt à y aller à Marseille parce qu'il y a du soleil. Et des fois à Paris, ça nous manque. Et on est prêt si on peut être utile pour Marseille, on est là. Tout à fait. Voilà. Alors Méziane, on rappelle, ça commence mercredi le 8 et j'ai cru voir qu'il y avait une certaine Tanina qui est la fille de Idir qui joue dans le spectacle. Oui, il y a Tanina, il y a 2 autres chanteuses qui sont magnifiques. Samia Diar. Samia Diar et puis une autre mais vraiment c'est Nadia Amour qui chante au kabyle et Samia Diar et Nina qui chante et qui fait la comédie et ça sera son premier spectacle au fait pour Nina dans cet esprit-là. Et en tout cas et jusque-là il travaille très très bien et c'est une film magnifique. Et il mérite bien de... Ça commence mercredi, ça se joue tous les mercredis, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, jusqu'au, Méziane, jusqu'au... pendant 3 semaines. 3 semaines, voilà. 3 semaines. Et la première semaine, pour bien lancer le spectacle,
j'appelle tout le monde qui nous écoute, qui vous appelle à la radio, pour réserver des places, et ils seront mes invités tous les jours qu'ils appellent à votre radio. Et je vais appeler le premier. Je vais appeler le premier. Ah ouais, bah écoute, Tarek Mami, vous notez son nom. En tout cas, il faut que ça passe par vous. Ouais. Vous nous envoyez la liste. Tout à fait. Et ils seront bienvenus, ils seront accueillis au cabaret comme d'habitude. Merci mon Méziane. Comme s'ils avaient payé leur place. Exactement. Et bien sûr, il y aura une campagne de communication, un spot publicitaire qui tournera sur France Maghreb 2 pour annoncer tout ça, parce que les bonnes choses, faut toujours les connaître et les faire connaître. Ne me libérez pas, je m'en charge. C'est gentil. Et vous allez voir, vous n'allez pas le regretter, le spectacle, parce que c'est un spectacle qui parle vraiment de la femme, et de la femme chez nous, qui est... Là, il n'y a pas de compétition entre Tunisiens et Algériens. T'inquiète pas, ils ont fait la guerre ensemble. Donc, les femmes sont... Et d'ailleurs, on devrait nommer à la tête de nos 3 pays des femmes. Et je suis sûr qu'au bout de 10 ans, il n'y a plus ni guerre, ni bagarre, ni quoi que ce soit. Parce que les femmes gèrent mieux que les hommes. Oui, ça c'est vrai. En tout cas, là, on rend hommage aux femmes qui à nous, maman, et on essaye de parler que du positif de ces femmes, et j'espère que ça plairait à toutes les femmes qui viendront voir ce spectacle, et ça interpellera certains hommes, jusqu'à maintenant encore, qui ont un certain mépris pour la moitié de l'humanité. Ouais. La moitié plus 1. Tu as raison, mon Méziane. Bon, ne me libérez pas, je m'en charge. C'est le titre du nouveau spectacle signé Méziane Azaïch qui commence au Cabaret Sauvage à partir de ce mercredi 8 septembre. Et ce pendant 3 semaines, les mercredis, jeudi, vendredi, samedi et dimanche pendant 3 semaines. Bon spectacle, bonne rentrée, Méziane, au Cabaret Sauvage, évidemment, où vous êtes tous cordialement invités à venir voir ce fabuleux spectacle. Vous allez vous régaler. Merci beaucoup, Méziane, je t'embrasse. À très bientôt, j'espère te voir, je peux garder une table pour toi. Ça marche, mon Méziane, merci beaucoup. On est à chaque fois extrêmement bien reçus au Cabaret Sauvage. En tout cas, vraiment, allez-y. Pour ceux qui ont vu le Barbès Café, les précédents spectacles, Gamal, t'as vu ou pas? Non, du tout. Si, je suis déjà allé au cabaret. Tu sors un peu de temps en temps, non? Ça oui, je vais au Cabaret Sauvage pour voir Goldorak. Ah, Goldorak, non, c'est pas vraiment en ce moment. Tu connais Nassim Lachlache? Qui? Nassim Lachlache, tu connais? Ah, mais je connais bien. Oui, bah il est là. Salut mon Nassim. Salut Gamal, salut Christophe, salut tout le monde. Tarek Mami est aussi là, mon Nassim. Comment ça va, mon Nassim? Ça va, écoute, on est là, ça va bien. Alors, ça travaille dur et on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, bien sûr, cet été en Algérie avec ces incendies qui ont ravagé une grande partie de cette région, mais pas que, mais en partie la plus touchée, en tout cas, ce fut dans le nord de l'Algérie, cette région de Kabylie. C'est une région, non pas un pays, parce qu'en croire certains, on a l'impression que c'est un pays. Et donc, a été touchée, évidemment, par ces incendies meurtriers. Et j'aime bien cette initiative, Nassim, et tu vas nous en parler, celle de vouloir replanter des oliviers parce que, évidemment, il y a eu des habitations touchées, des morts, des civils, des militaires, et il y a eu aussi ces champs d'oliviers qui ont été cramés, des arbres qui, d'ailleurs, étaient pour certains centenaires, et c'est une grosse perte, d'ailleurs, pour ceux qui vivaient aussi de la récolte de ces oliviers, Nassim. Bah évidemment, c'est une perte de revenus sèches pour celles et ceux qui, parce que je dis bien celles et ceux, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui cultivent, qui ramassent les olives aussi, parce qu'on parlait des femmes juste avant, j'entendais Monsieur Mami parler des femmes, donc pour celles et ceux qui cultivent les oliviers, qui en font de l'huile d'olive, qui vendent des olives en tant que telles, donc c'est une perte de revenus sèches en termes de nature et d'environnement, et effectivement c'est une dévastation d'une partie de la flore et aussi il y a le risque de pouvoir voir des constructions sauvages se faire en fait, comme ça a été fait au Brésil, où là pour le coup c'est carrément le gouvernement qui a largement incité à brûler des hectares de forêt, etc. Là il y a ce risque là de pouvoir avoir derrière des conflits. Donc notre idée elle est très simple, hein. On a rien inventé, on n'a pas la prétention de rien du tout, mais c'est de proposer de reboiser 2 hectares dans un village de la Grande Kabylie qui s'appelle Tizi Bel, dans la commune d'Aït Mahmoud,
Et voilà, c'est tout humblement de proposer ça. On a lancé une cagnotte qui a très objectivement beaucoup de mal à décoller. J'avais fait d'ailleurs une chronique sur ce sujet-là et sur les DZ Power en France, hein, dont je fais partie, qui sont très enclins à sortir leur drapeau, etc. Mais j'ai constaté que malheureusement la solidarité est des fois pas au rendez-vous. Quand je dis la solidarité pas au rendez-vous, il y a une forme de solidarité puisqu'on sait qu'il y a des médicaments qui ont été envoyés, de l'oxygène, il y a une grosse mobilisation. Mais là, on est sur un sujet qui en réalité va tous nous toucher à terme. Effectivement, c'est un sujet important. Je sais pas ce qu'en pense Tarek et Gamal, mais replanter des oliviers, moi, ça me paraît vraiment important, essentiel d'ailleurs. Alors, nous sommes à Paris, cher Christophe, et cher Nassim, et nous, le studio est dans un immeuble, mais on a profité avec Gamal et tout le reste de l'équipe pour installer un olivier dans la petite courette de l'immeuble. Et ça, il est très beau et il grandit d'une manière extraordinaire. Et nous sommes heureux parce que chaque fois qu'on arrive là, en tout cas ceux qui sont intéressés, jettent toujours un coup d'œil. On y verse une goutte d'eau de temps en temps, mais à Paris, il pleut tellement bien que... Il n'y a pas besoin. Donc l'olivier... Et vous savez, Nassim, regardez bien le logo de France Maghreb 2. Regardez en haut à gauche. Il y a un rameau d'olivier. Et vous allez trouver un rameau d'olivier. Donc, olivier, moi, nous, ça nous parle. Évidemment. Alors, comment ça se passe pour participer à cette cagnotte, mon Nassim ? Pour participer, donc, je parle rapidement de l'association. Excusez-moi, hein, il y a les klaxons, c'est Paris. C'est naturel, c'est normal. On est à Paris. Je parle rapidement de l'association. C'est l'association We Are Solidarité, donc que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, etc. Et donc, on a lancé une cagnotte Cotise Up, tout simplement. On a l'objectif de réunir 5 000 euros. Je rappelle, pour planter 2 hectares, on est à moins d'1 euro la plantation d'arbres, quasiment. Donc, il n'y a pas que des oliviers, il y a aussi des figuiers et des amandiers. En gros, c'est des arbres qui sont typiques de la région. Donc, c'est des arbres fruitiers qui vont permettre d'une part de reboiser, d'autre part de réoxygéner aussi, puisqu'on sait l'utilité de l'arbre quand même dans la vie. Sans arbre, on ne vit pas. Et aussi de pouvoir redonner des revenus à des familles qui vont pouvoir cultiver et derrière en tirer le fruit ou se nourrir avec. Enfin, voilà. Donc, c'est la Cotise Up, le Cotise Up, je vais vous en donner le nom exact. C'est Urgence, excusez-moi, je reprends. Urgence Algérie, plantation d'arbres fruitiers, donc de l'association We Are Solidarité. Et voilà, aujourd'hui, là, pour l'instant, on est à un peu plus de 340 euros, quelque chose comme ça. Donc, comme je vous dis, on a malheureusement beaucoup de mal à faire décoller. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que envoyer des Doliprane, c'est extrêmement important, mais ça répond à un besoin immédiat, d'urgence humanitaire, dans l'immédiat, contrairement à ce qui est proposé là en l'espèce. Donc, on est en partenariat avec des associations de village, je tiens à le préciser. On vient pas planter comme ça, n'importe comment, etc. C'est avec des contacts qu'on a localement, et donc on va planter là où on va dire là où on va nous autoriser, nous demander de planter. Voilà, on fait pas comme on veut en Algérie, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc voilà, donc nous c'est des projets qu'on dit de fond, puisque comme je vous l'ai dit, ça va perdurer dans le temps et ça aura des effets. C'est comme le forage d'un puits, ce qu'on fait aussi. Le forage d'un puits, c'est quelque chose qui va durer des dizaines et des dizaines d'années. Et pour celles et ceux qui sont de conviction musulmane, ils savent l'importance aussi de forer des puits. Donc voilà. Alors, rappelle-nous le nom du Cotise Up pour finir, mon Nassim. Urgence. Le nom du Cotise Up, c'est Urgence Algérie, plantation d'arbres fruitiers. On n'a rien trouvé de plus exotique. On s'est dit qu'il fallait aller droit au but et donner aux gens que ça saute aux yeux directement. Donc voilà, franchement, c'est des dizaines d'hectares qui ont brûlé. Et il faut absolument qu'on se mobilise massivement. Eh bien, on espère en tout cas. Merci à France Maghreb 2, merci au Grand Forum, comme d'habitude, fidèle au poste, qui accueille toujours les projets humanitaires, associatifs et tout le monde en fait à la radio. Donc merci à vous, merci Monsieur Mami, merci Gamal. Et merci Nassim, et à très vite dans les studios, mon Nassim. Hein, bien sûr. Évidemment. Bien sûr, salut mon Nassim, je t'embrasse, à bientôt et bon courage, à bientôt. Dans un instant, retour sur la visite de Macron à Marseille. Il n'est pas venu tout seul, il y avait 7 ministres avec lui. Hein. En tout cas, ça a été un beau bazar à Marseille pendant 3 jours. Beaucoup de promesses, et les Marseillais disent on a l'habitude avec les promesses. On en reparle dans un instant. Ce ne sont pas des promesses,
Ce sont des engagements qu'il va falloir contrôler par ceux qui sont intéressés. Engagement, promesse. Oui. C'est pas la même chose. Oui. Bon. L'engagement, j'allais dire la promesse, comme disait Pasqua, engage ceux qui l'écoutent. Les engagements engagent ceux qui les engagent, sous réserve, et d'ailleurs à plusieurs reprises, il dit « je fais à condition que vous fassiez en parallèle ». Alors, je fais à condition que vous entendiez. Les Marseillais pourront nous appeler dans un instant pour nous dire ce qu'ils en ont pensé de cette visite au 01 40 33 9000. Gamal Abina, Tarek Mami sont là jusqu'à 18h. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Gamal Abina qui sont avec nous. Je trouve Gamal, il n'a pas encore fait sa rentrée. Il n'est pas encore assez en forme, Gamal. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe, mon Gamal? On arrive sur Macron, ça va arriver. Quoi? Quand on arrive sur Macron, je vais y aller. Ah, d'accord, ok, très bien. Pour l'instant, on va attendre un petit peu, parce qu'il faut toujours faire attendre un petit peu, tu vois, avant de s'attaquer à Macron et sa visite à Marseille la semaine dernière. Il est arrivé d'ailleurs en même temps que moi, c'est bizarre quand même. Ah non, vous êtes arrivé 2 heures avant pour lui ouvrir le chemin. C'est ça, et je veux dire qu'il a mis une belle pagaille à Marseille quand même. Bah oui. Dispositif de sécurité, etc. Il est passé par ce magnifique palais Faro, dans les beaux jardins du palais Faro. Oui. Il s'est pris la pluie d'ailleurs. Voilà. Et vous savez, comme c'est à Marseille, cher Christophe, en plein discours officiel retransmis par BFM, mais pas par CNews, qui au même moment donner la parole en direct à Zemmour qui expliquait délinquance, mais c'est extraordinaire quand on regarde les 2 écrans. Et en plein discours du président Macron, l'électricité coupe. Et on n'entend plus le président pendant 3 ou 4 minutes sur BFM, et les journalistes Yves Calvi qui a rejoint cette année dans BFM, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Nous n'avons pas coupé le président, c'est pas nous, on va le laisser à l'écran, il n'y a plus d'électricité à Marseille. » Et peut-être que le président avec ça, peut-être qu'il a appris comment fonctionne Marseille, à moins que ce soit des petits malins qui ont fait exprès de couper un fil, comme le font les dockers sur les docks quand ils ont envie de... Ils lui ont fait une tromperie. Alors, à ce moment-là, j'étais moi dans un autre quartier, le quartier de la Castellane, il faisait super beau. Voilà. On regardait Macron à la télé, c'est bizarre, tiens, il est à Marseille, lui, il pleut, nous, il fait super beau. Bon, alors on est avec Tarek Sassi, vous connaissez Tarek, qui est d'ailleurs passé sur CNews ce matin. Salut mon Tarek. Salut tout le monde, salut, c'est un plaisir de faire la rentrée un petit peu à l'avance avec vous. Malheureusement, actualité oblige, et surtout quand on parle du 20e, le 20e qui est cher à mon cœur, je suis obligé de faire un petit peu du forcing et de vous parler de quelque chose d'important. Et je suis accompagné de Greg Durand, qui est parent d'élève au quartier Pelleport et qui est une personne active au niveau du 20e qui va vous exposer le problème qu'on rencontre aujourd'hui dans le 20e avec le maire qui veut créer une salle de shoot dans une ancienne école maternelle. Incroyable. Greg Durand, bonsoir, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci de votre accueil. Alors Greg, racontez-nous ce qui se passe et ce projet fou de ce maire du 20e arrondissement qui veut transformer une école maternelle en salle de shoot. Oui, c'est assez dingue. Ouais. Écoutez, il y a eu un courrier de la maire de Paris, Anne Hidalgo, au Premier ministre Jean Castex, c'était la semaine dernière, au milieu de semaine dernière, qui est paru dans 20 minutes, où on a appris qu'il y aurait une salle de consommation. Alors on appelle ça pudiquement une SCMR. Ça fait joli comme ça, SCMR. Voilà, c'est plus joli, mais c'est une salle de shoot, quoi. Voilà, c'est pas plus compliqué. On l'appelle aussi salle de soins, mais bon, ça revient à peu près au même. Et donc, on a appris qu'elle serait, et c'est dans la lettre, quartier Pelleport. Bon, quartier Pelleport, il y a une rue Pelleport, il n'y a pas de quartier Pelleport, il y a une rue Pelleport. Donc, tout le monde dans cette rue, et c'est la seule à Paris qui porte ce nom, s'est demandé à quel niveau de la rue ce serait. Et puis, on a appris par le réseau des parents d'élèves, par diverses infos, que le maire viendrait faire une petite visite discrète à l'école qui jouxte cette école maternelle, puisque la salle de shoot en prévision doit s'installer dans une école maternelle désaffectée, vidée pour l'occasion, puisque jusqu'à la fin de l'année dernière, la fin de cette année scolaire, il y avait encore des petits-enfants qui allaient à la maternelle, et puis qu'elle a servi tout l'été de centre de loisirs à l'école d'à côté. Pour le sortir de l'anonymat, on va donner son nom à monsieur le maire. Ça me rappelle quelqu'un d'autre, mais c'est pas le même objectif. C'est Eric Bliez, parce que moi j'habite à côté du 20e et personne ne connaît le nom de ce maire d'arrondissement, alors qui est issu du monde associatif et qui a été manifestement président du SAMU social.
Oui, et puis de l'association Aurore aussi. Hein. Et de l'association Aurore aussi. L'association Aurore, c'est l'association qui a mis en place ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé à la colline du Crac, ce qui s'est passé au parc Éole, à la salle de shoot de la Réboisière. C'est-à-dire que c'est les instigateurs de ces merveilleux chefs-d'œuvre qui, comme chacun sait, sont des grands succès puisque on se retrouve avec une délinquance effrénée, grave et une violence incroyable au beau milieu des rues, des enfants, des familles, de nos aînés, des anciens. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi choisir cette école qui, d'après vous, était ouverte jusqu'à fin juin? Pourquoi cette école et pas un autre endroit effectivement désaffecté depuis un moment? Non, on ne nous a pas expliqué. Le maire, la seule chose qu'il nous a expliqué, c'est que la police pourrait difficilement intervenir puisqu'il y a un périmètre, d'après lui, de sécurité, enfin d'impunité de 300 mètres pour tous les dealers et les consommateurs autour de la salle. Ça, il nous l'a dit, et puis il nous a dit qu'il faudrait bien s'y faire, que c'était comme ça qu'il faudrait bien s'y faire. Il nous a pas dit pourquoi il a choisi cette salle. Par contre, bon après ça c'est moi personnellement, ce que j'en pense, c'est que l'avantage d'une école qui était en fonctionnement jusque l'année dernière, c'est que c'est aux normes. Et qu'on doit accueillir du public dans un lieu, il faut qu'il y a beaucoup de normes, comme vous le savez. Oui. Et je pense que les normes doivent être proches entre les écoles et tous les lieux publics, en fait. Alors, en quoi ça pose problème? Parce qu'effectivement, ces salles de shoot, bien sûr, sont destinées à encadrer, bien entendu, cette consommation de cette drogue. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme que de merde, hein, c'est de la merde, pure et simple. En quoi ça pose problème finalement? C'est le fait que ça soit dans une ancienne école désaffectée, que ce soit à proximité d'une école, c'est quoi le problème véritablement? Alors le problème, il faut visualiser un peu le quartier, c'est-à-dire que la rue Pelleport, c'est une rue à deux sens, mais ça fait 6 mètres de large. Ouais. Donc à tout casser 25 mètres, il y a l'entrée de l'école, à droite, à tout casser 30 mètres de l'autre côté, il y a l'EHPAD, et à tout casser 20 mètres en face, à droite, il y a la crèche. Et ça, c'est juste... C'est l'endroit qui est mal choisi, quoi. Clairement. C'est-à-dire qu'on le met en plein milieu, on met des toxicomanes au milieu des écoles. Il y a 1500 élèves environ, il y a 8 groupes scolaires en tout, si je compte les écoles privées, les crèches, les écoles publiques, élémentaires, etc., qui sont dans un périmètre de moins de 100 mètres. Enfin, c'est aberrant. Vous savez quels sont les recours, Greg? Quels sont les recours que vous avez pour faire annuler justement cette en clair, initiative du maire? Est-ce que vous pouvez saisir le tribunal administratif, puisque c'est un acte administratif du maire? Est-ce que vous pouvez l'attaquer au tribunal administratif de Paris en référé et au fond? Alors ça, je resterai discret sur les stratégies juridiques qu'on mène en ce moment. Ça ne vous rend pas service, hein. Parce que plus on communique dans ce pays, plus on fait du bruit, plus on fait du buzz mauvais ou bon. Bien sûr, mais je vais vous dire ce qu'on fait. En gros, on s'est monté en collectif, on se mobilise, on travaille main dans la main avec les collectifs des autres arrondissements, typiquement Tarac, avec qui on collabore très bien. L'idée, c'est clairement de remonter le problème du crack de manière globale et en utilisant cet exemple, c'est complètement fou. Pourquoi ça me choque autant cette histoire? C'est qu'ici, il n'y avait pas d'usagers de crack. Absolument. Ouais. Il n'y en a jamais eu. C'est-à-dire que c'est des familles qui habitent ici. C'est pour ça que. Oui, c'est un quartier assez tranquille, rue Pelleport, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est ça. En fait, donc on déplace le problème qui était à la base place Stalingrad, pour faire simple. On l'a amené un peu plus haut vers donc Barbès, vers le 18e, la Chapelle, et là on le déplace vers vers Pelleport, mais il ne reviendra pas l'idée de l'amener soit à Châtelet, soit à Paris 16e. Si, Châtelet pourrait le faire. Non, mais par le moment, on peut parler. Châtelet par les toxicomanes. Non, c'est le problème. Je vais parler de choses que je connais bien. Je parle des salles. Non, il le fera à Châtelet, ils le font très bien, il y a déjà les drogués là-bas, c'est pas le problème. Châtelet, c'est un coin pourri, il y a rive gauche et rive droite. Rive gauche, on n'y touche pas. Il y a une chose que j'ai envie de vous dire, parce que je connais très 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 bien le 20e, j'y ai vécu 20 ans. Mes parents y vivent toujours. On est à 2 pas de la Porte des Lilas. Donc, Porte des Lilas, dans les années 90, c'était le lieu des shootés, des drogués, des seringues. On passait notre temps à éviter les seringues dans la rue. Il y avait des halls d'immeubles qui étaient dédiés à cela. Ensuite, il y a une politique gouvernementale qui a été mise en place au moment où le crack est arrivé dans les années 90. Et à la fin des années 90 surtout, ils ont commencé à enfin en finir avec le crack. C'est-à-dire que la consommation de crack était impossible parce qu'il n'y avait plus de possibilité d'avoir de crack, tout simplement. Et là, étrangement,
Ils ont laissé à nouveau revenir à Stalingrad, que c'était l'épicentre du crack, ces consommateurs de crack. Et nous avons des maires qui malheureusement sont de gauche, qui trouvent qu'ils ont une bonne idée de traiter le problème, soi-disant par un accompagnement thérapeutique qui n'en est pas. Donc déporter la question, et où dans les quartiers dits populaires, mais des quartiers de famille, comme vous l'avez souligné. Ce quartier-là, rue Pelleport, c'est essentiellement des établissements scolaire. Du début à la fin, vous allez jusqu'à la place Gambetta, c'est que du scolaire. Et le problème qui se pose, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'un maire qui a été élu à la suite de Calandra, qui était déjà une catastrophe, prenne d'autorité une décision qui est une décision de salut public, on va dire, et de sécurité publique, puisque la question qu'avait évoquée Tarek, que je connais très bien, qui est un ami, c'est la question du fait que les consommateurs qui sont en manque finissent par agresser leur entourage pour avoir de l'argent et avoir de la drogue, agresser les gens pour leur prendre de l'argent, ou simplement, quand ils sont en manque, devenir violents. Donc il faut être très clair avec ce maire et en finir avec ces blagues. Je veux bien qu'il soit écolo et mignon, bobo, mais il y a des limites à la plaisanterie. S'il a envie d'avoir une salle de crack, soit il a des portes dans un endroit sécurisé avec la police autour pour surveiller qu'il n'y ait pas de débordement, à l'extérieur de la région parisienne, dans une zone où il n'y a pas d'habitation familiale, soit il la reçoit chez lui à titre personnel. C'est compliqué, tu les mets où? Non, il faut tu vas aller à la Courneuve, c'est ça? Non, pas du tout. Je parle de quasiment à la campagne, j'ai envie de dire. Ouais. Il faut construire des hôpitaux. Laisse-nous tranquille, la campagne. Non, mais il faut construire des hôpitaux dédiés dans lesquels ces gens-là. En forêt. Ouais, en forêt. Non, mais je veux dire dans un endroit où il n'y a pas de famille, dans un endroit où on les isole. C'est un traitement médicamenteux qui doit durer longtemps. On a qu'à les envoyer dans le bois de Boulogne. Non, il faut être très honnête. Hein. Il ne faut pas mettre de famille à côté, c'est clair. Ouais. Parce que c'est d'abord deux choses mauvaises. La première, c'est que les enfants voient les gens drogués, c'est très mauvais. Bah oui. Ça leur donne une mauvaise image et peut-être l'envie plus tard de devenir eux-mêmes drogués. Et la seconde, c'est qu'il y a des actes de violence gratuits qui sont perpétrés. Surtout. Et ça, c'est gravissime. Et surtout, j'ai envie de dire, en termes de modèle, c'est pas bon. Donc, il faut mettre le paquet parce que je veux bien que les gauchos, et je parle bien de gauchos, là, je suis vraiment très, très remonté par ces gens-là, nous donnent des leçons pour dire le monde est merveilleux, même les drogués, il faut les accompagner. D'accord, mais dans des hôpitaux, pas dans des lieux publics et certainement pas au niveau des familles. Là, ça devient de la conscience. Donc, je vous encourage à plein régime et si vous avez besoin d'en discuter, on peut en discuter. Mais il n'est pas question que cette zone-là, il y a une manifestation qui a eu lieu ce week-end d'ailleurs, devienne une zone de crackland. Ça va 5 minutes, c'est plaisanterie. On en est où d'ailleurs? Oui, là, on a un problème en fait. Oui. Vous dites? Je disais, c'est exactement ça, puisque là, on importe un problème. Absolument. Donc, des manifestations, vous inquiétez pas, il va y en avoir, des actions, il va y en avoir. Quand je vous dis qu'on s'est monté en collectif, c'est pas pour rien. Tout le monde est extrêmement déterminé pour pas laisser faire ça. C'est-à-dire que là, c'est comme si on nous emmenait la délinquance la plus violente qui soit, qui n'existe pas du tout ici, au milieu de nos enfants. Parce que vous avez parlé de violence, mais il y a aussi la salubrité. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'ils se prostituent pour payer leur dose. Et il y a eu un viol en plus. Il y a eu un viol. Il y a eu des viols, il y a eu un meurtre. Un meurtre, effectivement. Et qui rentre dans les immeubles. Il y a les problèmes à Éole, comme ça. Allez voir à Éole, les craquettes, ils rentrent dans les immeubles. Si tu me permets, Greg, je vais un petit peu étoffer. Beaucoup de personnes, en fait, essaient d'avoir un comportement humaniste envers des toxicomanes qui sont très souvent des dealers, qui font tout pour corrompre des mineurs de 12 à 16 ans. On a eu l'affaire du viol à la place Torcy d'une fille de 13 ans. Ce sont des jeunes du quartier qui sont intervenus, qui ont cassé la porte pour sauver la fille. Et ils ont dû attendre 45 minutes avec le toxicomane par terre, le temps que la police arrive. Ce sont des personnes qui, je rappelle, ont assassiné un pauvre autiste. Jusqu'à maintenant, on n'a pas les résultats de l'autopsie, qui est Kéliane. Et clairement, on ne peut pas humaniser des personnes en fait, qui ont un comportement nuisible, qui s'en foutent de leurs blessures, qui sont remplies de nécrose. Aujourd'hui, je le dis, je le répète, on vit au Moyen-Âge, dans le 18e, dans le 19e et dans le 10e, et qu'aujourd'hui, il y a urgence. Et le seul qui peut régler cet état d'urgence, c'est qui? Stupéfiant, c'est Emmanuel Macron, qu'il arrête de faire du cinéma à Marseille. Monsieur Macron, venez s'il vous plaît. Et nous, je suis très content de faire partie d'une radio comme Radio France Maghreb, avec Nicolas Janté, avec Gamal, avec Tarek Mami, avec toi Christophe, et puis toute l'équipe. Vous êtes toujours là justement pour dénoncer ce qu'il faut dénoncer et être dans les bonnes luttes et de tout cœur et au nom aussi de tous les habitants du 20e, je vous remercie. Merci Tarak et merci Greg en tout cas durant pour... Je me permets d'intervenir allez-y. Sur ce qui vient d'être dit. Donc on a un point de vue sur ce sujet pour nous côté 20e qui est assez clair. C'est-à-dire qu'on pense que c'est extrêmement dangereux. Par contre, on ne nie absolument pas le fait qu'ils aient besoin de soins. Et ce qu'on dit juste. Non, c'est l'endroit. On a très bien compris, Greg. C'est évidemment l'endroit qui a été choisi.
Pas au milieu des écoles. Pas au milieu des écoles. Pas au milieu des habitations. Moi, ce que je trouve choquant. Des parents d'élèves dans le 18, dans le 19, c'est comme des parents d'élèves dans le 20. Tous les parents d'élèves doivent être solidaires face à cette catastrophe. Et surtout, l'État doit réagir d'urgence. Mais moi, ce que je trouve le plus choquant dans l'histoire, c'est quoi? C'est qu'à l'heure du pass sanitaire où on contrôle tous les passages de toute la population, c'est-à-dire que là, on a un virus qui est dangereux, effectivement, il n'est pas visible, mais il est dangereux. On met des restrictions extrêmement lourdes et les gens ne peuvent plus, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, rentrer dans les centres commerciaux, dans certains centres, et rentrer dans des lieux publics et les restaurants. Alors que là, on parle de gens qui sont ouvertement malades, puisque c'est bien une maladie qu'il faut traiter. Quand on est drogué, on est malade. Et là, on vous les met où? On vous les met en plein milieu de la population. C'est-à-dire le risque, il est visible, il est identifié, il est sans limite, parce que quand quelqu'un, je ne sais pas si vous avez déjà eu affaire à un toxicomane, moi ça m'est arrivé une fois, c'est lui ou vous, je vous le dis franchement, j'ai dû taper très fort pour qu'il tombe, parce qu'il ne s'arrête pas. Et les cracks, le problème des gens qui ont du crack, c'est qu'ils sont très violents, on ne peut pas les stopper. Donc ça, c'est un problème gravissime. On l'avait observé aux États-Unis, à Washington, au pied de la Maison Blanche, par exemple, où il y avait tout un tas de populations craquées qu'ils ont dû faire évacuer par l'armée. Donc là, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que le 20e arrondissement, qui est un bel arrondissement, c'est un arrondissement mixte populaire, il y a un petit peu de gens aisés, d'autres moins aisés, mais tout le monde s'entend bien là-bas. Si ça devient une poubelle, comme ce qu'ils ont fait du 10e arrondissement, à ce moment-là, il y a un vrai problème, il faut se poser les bonnes questions. Bon, en tout cas, merci beaucoup Greg Durand, et on suivra ce dossier de très près grâce à Tarak, qui sera avec nous d'ailleurs jeudi dans le LGF. Jeudi prochain. D'ailleurs, on recevra, tu auras l'occasion de lui poser la question, Yannick Jadot, qui est candidat à la primaire écologiste, qui sera avec nous ce jeudi dans le LGF sur France Maghreb 2, Montarac. Je t'embrasse. Sinon, merci beaucoup, je préparerai mon match. Ça s'est bien passé avec Jean Messia et Elisabeth Lévy ce matin sur CNews? Oh bah je les ai remis à leur place, un petit cours de géographie pour Elisabeth Lévy et puis Jean Messia. Elle était sobre ou pas? Elle était sobre ou pas à cette heure-ci? Ça va, elle est sobre? Elle est gentille, arrêtez. sans argument, mais ça va, elle est gentille. Oui. Et pour ce qui est de Jean Messia, voilà, j'ai dû lui prouver que j'étais plus patriote que lui, mais bon, c'est pas le problème. Allez, merci Montarac, merci Greg Durand, et à très bientôt, et merci de nous avoir alerté sur ce problème. On rappelle, ça se passe rue Pelleport, le projet fou du maire du 20e arrondissement. D'ailleurs, vous m'avez pas parlé de quelqu'un important qui a aussi une décision et aussi sa parole. C'est Anne Hidalgo qui, pour le coup, vote toujours en touche pour le coup sur ce sujet. Anne Hidalgo, voilà, elle fait que conneries sur conneries sur ce sujet. Je peux vous en parler si vous voulez. Oui, rapide alors. Alors rapide. Anne Hidalgo, elle est en pleine campagne présidentielle, du moins elle y est dans pas longtemps. Oui. Je pense qu'il faudrait quand même qu'elle prenne ce sujet à bras-le-corps, parce que ça risque peut-être de lui coller au basket. En fait. Oui, c'est ça. C'est bien de faire attention. Bon, merci beaucoup Greg Durand, merci Tarak, et à jeudi Montarac, merci beaucoup. Merci. Dans un instant, Emmanuel Macron à Marseille. Ce fut une visite importante qui a duré 3 jours, accompagnée de 7 ministres. Il a pris des engagements. C'était lors d'un long discours, beaucoup trop long d'ailleurs, du côté du Palais Charot. C'était Faro, pardon. J'ai dit Charot. Ouais, lapsus révélateur. Palais Faro, qui est un très bel endroit d'ailleurs à Marseille, qui est à côté qui est sur le Vieux-Port, tout simplement. Un peu plus haut. Oui. Ouais, un peu plus haut, mais voilà, quand vous allez à la plage direction les Catalans, vous passez forcément devant. On en reparle de cette visite avant aussi de parler des Jeux paralympiques aussi. Le beau cru français, 54 médailles, s'il vous plaît. Ils ont fait mieux d'ailleurs que les sportifs, j'allais dire, je sais pas comment on peut appeler la Coupe du Monde, l'équipe de France là, les Jeux Olympiques. Voilà, on va les appeler classiques. Classique, oui. C'est vrai que le mot est difficile à trouver pour le coup. Mais on trouve classique. Voilà, à tout de suite sur France Maghreb 2, juste après. Ce qu'il faut pour remplir un peu les caisses. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Gamal Abina et avec Tarek Mami, à qui je demande pour cette nouvelle saison de nous préparer un coup de gueule ou un coup de cœur. L'occasion pour nos chroniqueurs ou un petit édito classique. Oui, mais il ne faut pas que ça dure longtemps, attention. Non. Ça dure 1 minute. Je vais vous habituer à la minute radio parce que voilà. Coup de gueule ou coup de cœur à la fin de l'émission, l'occasion aussi pour nos chroniqueurs de nous relayer quelques initiatives très peu médiatisées, peut-être de mettre en lumière une association, un événement, un spectacle, un film, ce qu'ils veulent en tout cas. L'occasion en sera donnée. Je crois que Gamal nous parlera de la vaccination. Tiens, dans ce qu'on peut appeler un coup de gueule. Et Tarek Mami, ça sera plus un coup de cœur, on va dire. Oui, vas-y. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on va revenir, messieurs, sur la visite du président Emmanuel Macron qui était à Marseille la semaine dernière. Ça n'aura pas échappé aux Marseillais. Il est venu accompagné d'une belle délégation. 7 ministres l'ont accompagné pour cette visite qui fut la plus longue concernant une ville française depuis son élection, Marseille.
étant donné ce qui s'est passé évidemment depuis cet été, les règlements de compte, les fusillades en masse dans les quartiers nord, mais pas que, mais surtout, et ce problème endémique donc du trafic de stupes dans Marseille, puisqu'on peut parler de cette ville de Marseille qui est très très grande, qui fait deux fois Paris. Donc quand vous parlez des quartiers nord, on parle évidemment de Marseille, contrairement à Paris, on parle de banlieue. Il n'y a pas de banlieue à Marseille, c'est Marseille tout simplement. Alors la visite de Macron, vous nous disiez tout à l'heure, Tarek, pour commencer, il a pris des engagements, le président, sauf que les Marseillais vous disent, on a l'habitude, les premiers ministres, les présidents, les ministres sont passés par chez nous. Souvent d'ailleurs, lorsqu'il y a des campagnes qui approchent, ils viennent, ils nous font des promesses, ils prennent des engagements et rien n'est tenu, puisque une semaine, 2 semaines, 3 semaines après leur visite, tout repart comme avant. Et je crois qu'il y a un clientélisme aussi assez important au niveau de la politique locale à Marseille, cher Tarek. Tout à fait. Alors Marseille est une ville qui a les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que je vais vous raconter une anecdote, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs. À certains moments, il y avait une concurrence folle entre M. Gaudin, maire de la ville pendant une vingtaine d'années, et M. donc Guérini, qui lui était président du département. Et donc, M. Guérini choisit un bel emplacement où il va construire ce qu'on appelle le bateau bleu, c'est-à-dire le siège du département. Superbe bâtiment. Et en face, il y a une place, en gros, je vais exagérer un petit peu, mais qui a la taille de la place de Concorde à Paris. Et donc, il demande tout ça à la mairie, il l'obtient, et il annonce que cette place va servir pour les meetings, pour le 14 juillet, pour les fêtes. Et Gaudin, la première chose à laquelle il pense, c'est que M. Guérini, entre son département et cette place, il va préparer la campagne pour la prochaine municipale. Donc, il faut l'empêcher de le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une préemption de toute cette place et il est construit un zénith. Et aujourd'hui, quand on va à ce bel immeuble, le bateau bleu, on va avoir un couloir de métro en termes de taille, c'est-à-dire moins de 4,5 mètres, 5 mètres. Vous imaginez les personnalités du monde qui viennent au département et qui passent par un couloir pour entrer dans un super immeuble. Donc, voilà l'esprit de Marseille. Et le président Macron a insisté sur le fait que lui, en gros, il a étalé une dizaine de projets, que sur chaque projet, il verse en gros 20%. Mais avant de verser les 20%, il faut qu'il y ait le projet signé par les différentes institutions, c'est-à-dire la droite, la gauche et le centre en quelque sorte. Et c'est une fois qu'ils se mettent d'accord, qu'ils signent le papier, qu'ils versent les 10%, que lui, il verse le reste. Donc, à la limite, on ne peut pas dire promesse, on peut dire aux citoyens marseillais, ils n'ont qu'à mettre la pression sur leurs propres élus locaux pour obtenir ces 20%. Et il explique pour la première fois, en tant que président de la République, que vous avez une ville dans laquelle il y a 2 lignes de métro, ou en tout cas un tram et métro, qui prennent exactement la même chose. Bon, pour ceux qui connaissent Paris, vous avez les Champs-Élysées. Imaginez que dans les Champs-Élysées à Paris, vous avez en sous-sol le métro, et au rez-de-chaussée dans la rue, donc le tram, et c'est la seule circulation publique possible. À quoi ça sert? En fait, c'était pour de la corruption et pour que chacun arrose. Et donc, c'est pour ça que le voyage, pour moi, du président Macron est intéressant parce qu'il se projette sur 2023-2028. Peut-être qu'il perdra l'élection aujourd'hui, en 2028 il ne sera pas là. Mais si les Marseillais mettent de la pression, c'est une occasion au Nord, puisqu'il a promis par contre quelque chose sur laquelle il s'est engagé, c'est la création d'une espèce de ville de cinéma méditerranéen pour faire tourner les films français et les films qui parlent de Méditerranée et de pays méditerranéens à Marseille. La belle époque. Oui, et ça, c'est concret. Et donc ça, on ne peut pas dire que c'est une promesse. Bon, Gamal, la visite de Macron, qu'est-ce qu'elle t'inspire à Marseille? C'est très simple. Macron, quand il était candidat dans sa première élection, pour son premier mandat, a visité la première ville algérienne qui était Alger. Aujourd'hui, il visite la seconde ville algérienne qui s'appelle Marseille. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une visite qui était très orientée population maghrébine. Quand il va se mettre en scène dans des photos avec l'élu de Marseille, Samia Gali, avec les petits gâteaux locaux, dans le quartier de Bagzin, qui a été nettoyé d'ailleurs de fond en comble. C'est pas ce quartier-là qui a été nettoyé. Si, non, c'est un autre quartier un peu plus lointain qu'il devait visiter. Mais c'est un quartier populaire. Non, mais c'est le quartier Bazin qui a été nettoyé. D'ailleurs, chacun se rejette la responsabilité. La veille, donc les habitants d'habitude. Le lendemain, même le jardinier est passé, tout a été nettoyé, il n'y avait plus un papier par terre. Ça rappelle la
belle époque des présidents algériens qui passaient dans l'Alger la Blanche et ils repeignaient les murs avant le passage. Mais pour faire simple, non, par rapport à ça, il est en campagne. Donc quand on est en campagne, on promet beaucoup de choses qu'on ne tiendra pas forcément. Mais surtout, on est en campagne et on sait que le vote naturel qui penche plutôt à gauche, c'est un vote maghrébin. On sait aujourd'hui que le vote maghrébin fait la différence à la course finale de l'élection. On sait que Le Pen est monté en flèche et que Zemmour va peut-être lui faire la pollution au niveau de l'élection. Et il sait parfaitement dans ses calculs politiques, parce que c'est quelqu'un qui calcule très très bien, qu'en faisant une promesse de 1 milliard qui ne mange pas de pain, je rappelle que le Covid a coûté 230 milliards de surendettement. Donc 1 milliard de plus ou de moins, c'est pas grand-chose. Mais en faisant une promesse comme celle-là dans une ville qu'on a laissé pourrir pendant pratiquement 60 ans, je rappelle tout de même que Marseille est la plus vieille ville de France et que c'est la plus sale ville de France. Ça, alors, les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de gens qui nous disent, Tarek et Gamal, à juste titre ou pas, d'ailleurs, je sais pas, qui renvoie la responsabilité à Gaston Defferre. Apparemment, bien évidemment, voilà, c'est lui qui est à l'origine de ça. Il y a eu beaucoup de choses de mauvais qui ont été faits à son époque. Gaston Defferre, c'était le roi de la mafia, faut être honnête. Disons que Gaston Defferre a gagné la mairie, non pas par une élection, mais par une prise de force de la mairie au pistolet, parce que dans un jeu de mafieux, il était avec les communistes donc, dans la montagne autour de Marseille, et il leur dit... on va battre les nazis, et après le premier qui arrive à Marseille, à la mairie, devient maire pour le premier mandat, et après on s'arrange parce qu'on va travailler ensemble. Et le coco, un peu idéaliste en 46, 45, il lui dit ok, et donc eux ils partent pour faire la bataille contre les nazis, le coup de feu comme on disait, et lui il descend directement, il se met à côté de la mairie. Et dès que la ville est libéré, il rentre, il s'installe dans le bureau du maire. Ça me rappelle d'ailleurs, si vous avez vu le film Laurence d'Arabie, oui, bien sûr. Quand l'armée ottomane rentre, donc, est virée, et que les révolutionnaires, entre guillemets, arabes rentrent à Damas, ben, ils trouvent Laurence d'Arabie déjà dans le bureau. Donc, déjà installé. Voilà, déjà. Et donc, pour faire simple, Gaston Defferre a institué ce système. Après, il s'est fait accompagner par quelques hommes de gauche qui ont mangé au râtelier, qui ont donné naissance à Guérini, à Monsieur Guérini. Et donc, c'était un équilibre, on partage le gâteau. Et donc, chacun d'eux, en fait... moi, j'avais d'ailleurs posé la question à Monsieur Godin. J'avais d'excellents rapports avec lui. C'est un grand bonhomme en politique. C'est un tordu de la politique. Il maîtrise sa ville, ses communautés. Moi, j'ai eu la chance, cher Christophe, d'avoir été, il y a prescription, à une réunion interne au président de tous les CSA d'Europe et de la Méditerranée. Ils ont fait une réunion à Marseille, et puis moi, comme dit l'autre, les cons c'est connu parce qu'ils osent tout, j'ai appelé, j'ai dit je voudrais arriver, et on me reprend, mais attendez, vous n'êtes pas président d'un CSA, mais la problématique c'était la diversité. Et donc, je suis invité par le président Schrabeck de CSA, Julien Romain, et j'assiste à la réunion. Et donc ça parle de tout, et il y a Godin qui arrive. Je vous résume le discours de 25 minutes en 3 mots. Ici, Marseille, c'est la plus vieille ville du monde, de France. Ici, à Marseille, c'est la diversité la plus importante. Ici, à Marseille, c'est pas de banlieue, c'est dans la ville. Ici, à Marseille, 1 million d'habitants, je vous la fais, comme dit lui, je vous la fais large. 1 million d'habitants, pratiquement 400 000 musulmans. Donc, vous voyez que la cohabitation est possible. Alors, pour résumer cette visite... Non, mais pour résumer ça. Et donc, si vous voulez, chacun donnait de l'oseille à ses électeurs et personne ne s'occupait de la ville. Et vous avez le plus gros drame, par exemple, pour la communauté dite musulmane, moi, c'est un mot que je m'emploie, c'est la grande mosquée de Marseille. Il l'a dit en 2003, je crois, la grande mosquée, je suis pour, mais à Marrakech. Et après, il connaît la communauté, il leur a dit, le jour où vous arrivez tous ensemble d'accord sur un chef et un projet, je vous signe le contrat. Bon, et ils sont venus quand même, ils ont eu le contrat, sauf qu'il s'est débrouillé pour que le contrat explose. Donc Marseille est la ville, on peut l'appeler kaléidoscope, c'est-à-dire qu'elle a des potentiels de développement extraordinaires, mais ceux qui dirigent ne se gèrent pas dans l'intérêt de la ville, mais dans leur propre intérêt. Non, mais ce qui n'est pas normal à Marseille, il faut être très clair. D'abord, c'est la plus vieille ville de France. C'est une chose, c'est une ville qui a une grande diversité, mais surtout, c'est une ville portuaire. Oui. Le port à Marseille est ridicule. Et non, il est contrôlé par les docks. Oui, mais il est ridicule. Qui sont les patrons. Ça, j'ai pu le voir de mes propres yeux. C'est encore une mafia, mais au-delà de ça, je parle en termes d'infrastructure. Vous avez le port, par exemple, d'Hambourg, qui est le plus grand port du monde. C'est dans le nord de l'Allemagne. Et vous avez Marseille, qui est un port méditerranéen, qui devrait être le premier port devant Al Jazeera, devant
Tanger-Med, qui est un port marginal, qui est un port vraiment de transit de quelques marchandises. Il n'y a rien qui se passe là-bas. Et vous avez aussi, cher Gamal, Barcelone, qui était dans un état de délabrement par rapport à Marseille, avant les Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, quand vous allez à Barcelone, vous croyez que vous êtes à la fois à Tokyo, à New York et à Paris, mais pas à Barcelone. Et Marseille, qui était, j'allais dire, c'est comme... bon, je n'utilise pas cet exemple-là, mais disons que Barcelone était bien derrière. Aujourd'hui, ça donne envie de se promener. Oui, ça fait et pas, Marseille ça fait pas rêver. a cette capacité-là. D'ailleurs, il y a une phrase que je retiens du discours qui me revient du président. Il dit, ici, on a fait de Marseille capitale culturelle pour une année. Ouais. On devrait la transformer pour être capitale culturelle tout le temps. Vous avez lu tout le discours, Tarek ? Oui. Ah oui, non, mais ce qui est incroyable, c'est que Marseille a cher Christophe, moi, dans mon métier, oui, on en parlera tout à l'heure. J'aime parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, et non pas par un tweet de quelqu'un qui est pour ou d'un tweet de quelqu'un qui est contre, parce que j'ai reçu encore une vidéo il y a quelques jours sur Macron, justement, et on clash Macron parce que Macron, un élève de classe de 6 ans ou 7 ans, lui pose la question sur l'Afghanistan, et Macron commence par lui dire « Tu connais quelque chose en Afghanistan, toi ?» Et après, il lui fait 5 minutes de cours de choses. Et on vient et on coupe. Tu connais quelque chose, on dit, voilà comment agressif avec les enfants. Et donc moi, il y a longtemps que, cher Christophe, je lis le discours du président et des candidats, tous les candidats, sauf le Front National, à l'élection présidentielle. Je peux même vous dire aujourd'hui, prescription, que quand il y a eu les histoires de vaccins dont notre ami Gamal va parler tout à l'heure, avant de décider quel vaccin je prends, je me suis tapé la lecture de tous les documents, de tous les vaccins et de tous leurs effets. Et c'est comme ça que j'ai fait mon choix. Donc lire, c'est Iqra en arabe, cher Christophe. Iqra, c'est le premier verset du Coran et non pas Al-Fatiha qu'on pense beaucoup. Donc je lis le discours de Macron comme je lis n'importe quel livre qui tombe entre mes mains. En un mot, résumé de la visite de Macron au Gamal. Moi, je pense qu'il a fait de belles promesses parce qu'il a besoin de faire des promesses pour son élection. Je pense que Marseille est une ville qui a été abandonnée trop longtemps. Un exemple tout bête, il parle par exemple de culture. C'est bien beau, mais il y a un musée à Marseille. Il y a quasiment pas de cinéma. C'est vraiment une ville dans laquelle on s'ennuie. Le super Mucem. Oui, le musée, il est très beau. Ouais. C'est un des plus beaux musées. Et ça a été fait à l'occasion de Marseille, capitale culturelle. Absolument, au moment de la culture. Et France Maghreb 2 a eu plusieurs activités dedans, y compris des partenariats. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pour le cinéma, il y a 2 festivals de cinéma à Marseille. Oui. Leur drame, c'est qu'ils ne sont pas véhiculés. Je veux dire, le drame de Marseille. Le drame de Marseille, c'est que Marseille a probablement le même taux. J'allais dire, d'exécution et de morts par an, peut-être même moins que Paris et la région parisienne. C'est vrai, vous avez raison. Voilà, mais par contre, on va mettre le focus et le focal sur Marseille, parce qu'il y a une dizaine de morts, alors qu'en Ile-de-France, si on compte bien, on doit être à une trentaine de morts. Et donc, si vous voulez, c'est une ville qui ne sait pas se défendre, c'est une ville qui n'a pas de communication, et c'est une ville qui est tellement délaissée. Et puis, il faut dire que le caractère spécial des Marseillais fait qu'ils ont une fierté mal placée. Je ne dirais pas comme notre peuple de l'autre côté de la frontière, mais suivez mon regard. Le NIF. Non, mais le truc de Marseille, c'est que c'est une ville abandonnée, clairement. Et ceux qui la gèrent très mal. Oui, faut pas se raconter on est d'accord. Alors, on va passer maintenant à un autre sujet pour parler retour sur ces fameux Jeux paralympiques qui se sont clôturés d'ailleurs hier à Tokyo avec le vice-président régional Centre Val-de-Loire, délégué au sport, monsieur Mohamed Boulaye, qui est avec nous. Bonsoir, monsieur Boulaye. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors l'occasion est donnée de faire un retour sur ces Jeux paralympiques. D'abord, ma première question, un peu provocatrice, je vous l'accorde. Pourquoi, d'après vous, ces Jeux paralympiques ne sont pas aussi médiatisés que pour ces Jeux olympiques classiques, j'allais dire? Et je rajouterai même une louche, chers messieurs. Qu'est-ce qui empêche techniquement que les 2 Jeux se passent simultanément en même temps, quitte à rallonger les délais d'une semaine, et comme ça les gens à la télévision, ils ont beaucoup plus d'opportunités de voir ce que j'appellerais sous ma propre responsabilité les Jeux classiques et les Jeux para-olympiques. Bon, c'est une bonne question, hein, parce qu'effectivement, il y a toujours eu malheureusement des différences significatives dans l'histoire des Jeux olympiques, entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Il y a même des preuves scientifiques qui montrent que les Jeux paralympiques reçoivent moins, d'attention médiatique que les Jeux olympiques, et ça c'est un secret pour personne. Malgré quelques changements, malgré quelques évolutions positives,
ça reste effectivement moins couvert médiatiquement, moins d'intérêt. Et je pense que, si pour vous répondre en toute honnêteté, je pense qu'il y a des dimensions économiques qui sont encore là, il y a des dimensions aussi médiatiques. Je pense que les médias, même s'il y a des efforts, il y a eu des efforts concertés, déployés à l'échelle des médias, mais aussi parce que derrière des impulsions politiques à l'échelle de l'État, mais ça reste encore inégalitaire entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, mais parce que je pense que la couverture médiatique aujourd'hui n'est pas encore au rendez-vous. Les médias, c'est l'instrument, le véhicule principal pour quelle que soit la manifestation, en plus, quel que soit l'événement, qu'on soit dans le milieu culturel, cinématographique, divertissement classique, c'est toujours le média qui fait la publicité, qui fait la promotion d'un événement. C'est vrai. Et le cru a été absolument incroyable. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il a été plus important que les Jeux Olympiques classiques. 54 médailles côté français pour les Jeux Paralympiques. Avec 11 en or et donc un classement 14e à l'échelle internationale, ce qui n'est pas non plus une super performance pour la 5e économie mondiale. Oui, c'est bien, non, Moulay, Monsieur Moulay, qu'est-ce que vous en pensez de ce cru 2021? Le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Alors c'est difficile d'intervenir là. Je suis au téléphone et là, alors effectivement, il y a une belle moisson de médailles sur les Jeux Paralympiques de Tokyo. Vous l'avez dit, effectivement, 54 médailles. Je crois qu'il y en a 11 d'or de mémoire. Tout à fait. C'est paradoxal en fait. Oui. On est moins médiatisé, moins couvert, et en même temps on fait de meilleures performances, on fait de meilleurs résultats. Donc il y a un vrai sujet. Donc et d'autant encore plus. Pourquoi il y a peut-être un intérêt depuis Londres, je crois, depuis 2012 et encore plus depuis Rio en 2016, c'est qu'on a réussi peut-être à mieux faire la promotion des valeurs qui sont même les fondamentaux du sport. Alors quand je dis sport, le sport tout court en fait, c'est-à-dire la performance, la singularité, l'autonomie, l'accomplissement, l'abnégation. Et ça, on retrouve plus ces valeurs dans le sport paralympique que dans le sport, j'allais dire valide, notamment dans les JO en fait. Et donc il y a un bon cru, il y a une belle moisson de médailles et on le voit partout. Là, on est sur Radio Maghreb, effectivement. France Maghreb. France Maghreb, pardon. Quand on voit les résultats du Maroc, quand on voit les résultats de l'Algérie, quand on voit les résultats de la Tunisie. Je vais vous donner les chiffres. Oui, allez-y. Alors, ils sont devant mes yeux. On va monter et on va se retrouver avec la Tunisie en 28e position. Ce qui est pas mal. L'Algérie, 29e. Maroc, 30e. Et la surprise, c'est que les trois pays ont chacun 4 médailles d'or. La différence se joue sur le nombre de médailles globaux. Sinon, c'est 4 or pour l'Algérie, 4 or pour la Tunisie, 4 or ils se succèdent. Alors, si on était dans une période de l'Union soviétique ancienne, peut-être qu'on aurait eu 12 médailles d'or d'un coup. Ouais. Exactement, oui, c'est ça en fait. C'est que malgré, effectivement, à la fois d'un côté, on a de beaux résultats, et quelle que soit la nation, en Europe, en Afrique, en Amérique et tout ça, les Jeux Paralympiques, les sports, le sport handicap, l'handisport, le sport adapté, fait de très bons résultats. Et en même temps, il y a aussi les avancées technologiques, qui font que on peut normalement aujourd'hui facilement, techniquement parlant, couvrir les Jeux, mais il y a encore ce problème d'inégalité sur la couverture médiatique, alors que c'est une nécessité, c'est une obligation de par ce que nous sommes en tant qu'êtres humains de participer à la fois, quelle que soit notre fonction, je veux dire, qu'on soit journaliste, qu'on soit responsable politique, qu'on soit responsable de telle ou telle fédération sportive, on doit participer ensemble, collectivement, à changer la perception de l'handicap en général et particulièrement du sport handicap. Question. Oui. Pourquoi ces jeux-là, on dit bien handisport, pourquoi on les appellerait pas handi olympique ou un truc comme ça? Est-ce que le mot handicap est en soi déjà un handicap que de parler de ces jeux? Et on invente para-olympique. Vous avez raison en fait, parce que les jeux dans l'histoire ont été différenciés entre les Jeux paralympiques. Alors il y a eu un changement en fait dans la perception, il y a eu un léger changement. À l'époque, on prenait l'handicap en importance que avant le sport. Aujourd'hui, on considère un athlète handisport, un athlète handicapé, excusez-moi, sa performance est beaucoup plus importante
aux yeux de tous que son handicap. On le voit sur les performances de Lucas Mazur. Alors moi, je prends mes athlètes de la région, excusez-moi, je suis un peu chauvin, le centre Val-de-Loire. Si je prends l'exemple de Marie-Amélie Le Fur, qui a été longtemps une grande ambassadrice du sport handicap, Sandrine Martinet ou Lucas Mazur, qui est depuis hier, avant-hier, donc 2 fois vice-champion olympique en para-badminton. Quand on voit la performance, c'est extraordinaire. On n'est pas loin de la performance physique. Là, je parle de la performance physique, de la performance de compétition qu'un athlète valide. Donc, si pour répondre à votre question et pour aller jusqu'au bout, effectivement, pourquoi ne pas peut-être, alors je ne sais pas, après techniquement parlant, est-ce que ça peut ne pas faire dans un seul temps, dans une seule unité de lieu, des jeux, j'allais dire, olympiques, et on y mettrait aussi le handisport. Mais je pense que ça doit être un peu compliqué. Puis il y a l'histoire aussi, qui a fait que on a même un hymne, j'allais dire même des vertus propres, spécifiques, un slogan spécifique aux Jeux paralympiques. Mais je vous dis encore une fois, c'est pour ça que je dresse pas un tableau noir. Il y a quand même des changements qui arrivent très doucement, certes, très doucement. Depuis Londres, surtout, il y a eu après un deuxième changement, un cap à partir de 2016, où l'égalité en matière de couverture médiatique a véritablement franchi une étape importante. Juste pour la petite anecdote, lors des Jeux paralympiques, avait été présenté un événement pendant les Jeux olympiques, et pendant la cérémonie, il y a eu un hymne, donc l'hymne national du Royaume-Uni à l'époque, puisque c'était à Londres, qui avait été interprété par une chorale avec des enfants sourds. Là, on est pendant les Jeux olympiques. Vous voyez, donc il y avait une forte symbolique. Donc déjà, dès les Jeux olympiques, on avait intégré une dimension par rapport à l'handicap. Alors, anecdote pour anecdote, vous savez que le peuple palestinien, avec les souffrances, et c'est pas pour faire de la politique, on produit un grand auteur palestinien qui s'appelle Amil Habibi. Et Amil Habibi, il dit, les gens dans la vie se battent pour ce qu'on dit, nous, ici, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il dit, il y a les optimistes et les pessimistes. Et il a inventé un superbe mot en arabe, traduit en français par optimiste, de manière à ce que chacun y trouve sa part. L'optimiste, c'est celui pour qui l'optimisme est supérieur. Et le pessimiste, c'est pour qui le pessimisme est supérieur. Et nous sommes dans cette problématique de Jeux paralympiques, vraiment dans cette situation. Il faut qu'on réussisse aussi, excusez-moi, juste pour poursuivre dans le propos, ce qu'il faut qu'on réussisse, c'est qu'on puisse sortir plutôt de ce qu'on avait pendant longtemps proposé, à savoir une activité sportive adaptée à une personne handicapée, à une personne présentant un handicap physique ou mental ou sensoriel. Et oublier, entre guillemets, j'allais dire, pendant la performance sportive, oublier cet handicap. C'est dur ce que je dis, c'est facile à dire, mais c'est dur à faire. Vous voyez, parce que je disais tout à l'heure, vous savez que les Jeux paralympiques ont leur propre devise. Je les ai retrouvés. C'était l'esprit, le corps et l'âme. Alors que la devise des JO, vous savez, c'est plus vite, plus haut, plus fort. Vous voyez. Donc, alors, on n'est pas très loin. J'allais dire que il y a l'esprit de la compétition, il y a le dépassement de soi, il y a la combativité, il y a le défi, tout ça, la solidarité. Si on pouvait effectivement peut-être aller dans le même sens entre l'esprit, le corps et l'âme, et le plus vite, le plus haut et le plus fort, et essayer de trouver dans un slogan, des mêmes vertus, des mêmes valeurs, des mêmes objectifs, de la même performance. Mais ça, c'est très très compliqué aujourd'hui, encore aujourd'hui, dans les médias, dans la responsabilité politique. On y va, ça commence, ça avance, le chemin vers l'égalité commence à s'ouvrir, mais c'est long encore. Gamal Avidan pour la dernière question. Donc voilà, je note deux choses, parce qu'on parle beaucoup de jeux, mais on parle pas d'argent. Parlons des choses qui fâchent. En vérité, ce qui pose problème par rapport à la couverture médiatique, c'est la couverture financière. C'est-à-dire que les Jeux paralympiques sont peu subventionnés, et il y a deux handicaps dans la société. Il y en a un troisième, on le voit moins aujourd'hui, parce que c'est moins vrai dans le sport. Il y a deux handicaps vraiment flagrants qui montrent à quel point la société a un problème avec des gens qu'on considère comme étant faibles, ce qui est d'ailleurs une faute de croire qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont plus forts. Le premier handicap, c'est d'être une femme. On note que les jeux féminins sont toujours marginalisés. Le foot féminin est considéré comme quantité négligeable. On n'en parle quasiment pas. Et j'ai vu ce qui s'est passé avec Handisport, sous Mitterrand, qui avait boosté ça à l'époque. J'ai bien vu qu'effectivement, on a à peu près le même type de progression. C'est très lent. C'est très difficile. Ils ne sont pas pris au sérieux. Et la problématique, c'est que ceux qui sont les principaux responsables de ça, ce sont les annonceurs. Parce que s'il y avait des annonceurs, beaucoup d'annonceurs, ce serait diffusé massivement à la télévision. Et le problème des Paralympiques, comme des Jeux pour les femmes, c'est que les annonceurs sont absents et ne veulent pas être représentés. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on peut enfin dire à tous ces idiots d'annonceurs, c'est comme ça que je les appellerais pour être gentil, que n'importe qui potentiellement
peut devenir handicapé par un simple accident. Mais alors moi je peux que souscrire à ce propos effectivement. Alors c'est compliqué dans ma position, mais à un moment donné il faut parler aussi en toute transparence et en toute honnêteté. Mais effectivement il y a déjà le regard. Il faut regarder le sportif comme un athlète et avant de le regarder comme un athlète en situation de handicap. Et effectivement sensibiliser, mais plus que sensibiliser, parce que la médiatisation, qu'elle soit télévisuelle, qu'elle soit radio, qu'elle soit presse écrite, bon, effectivement, il y a beaucoup de travail. La sensibiliser aussi, de dire que on a besoin de couvrir cet événement ensemble, on a besoin de les porter, on a besoin de les soutenir pour leur permettre d'exister, mais aussi pour permettre à la population en général, valide ou non valide, de dire que grâce aux performances, grâce à l'abnégation, grâce à l'engagement de ces athlètes, parce qu'aujourd'hui, vous savez, un athlète valide, on prend Thierry Riner, il donne envie à faire de la compétition, il donne envie de faire du sport, qu'on soit une femme ou un homme. Vous avez vu l'engouement qu'on a eu pendant la France était rassemblée comme la Coupe du Monde, quelle que soit la discipline. Et les JO, c'est encore plus, puisqu'il y a l'histoire, il y a des performances, puis c'est fortement encore plus symbolique autour des Jeux. Mais je pense que grâce le sport handicap, en France, il doit permettre aussi de donner comme message, regardez, le sport handicap, il permet de faire du sport. Le sport est ouvert à tous. On doit aider l'ensemble de la population à faire du sport. Autour d'un sport, d'un sportif paralympique, c'est du coaching, c'est un entraînement, c'est de la performance, c'est un gymnase, c'est du matériel. Même titre voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on montre avec ce que vous dites effectivement, avec le privé, avec le monde économique, avec le monde politique, avec les collectivités, avec l'État. Mettons ensemble plus des moyens, plus d'efforts financiers, accordons encore plus d'engagement au sport handicap ou au sport adapté. On doit les aider aussi à se structurer parce que aussi le sujet c'est aussi à la base, c'est au sens fédéral. Comités régionaux, comités départementaux, les fédérations, à avoir plus d'entraîneurs, à avoir plus de moyens, à faire en sorte aussi qu'ils puissent avoir plus de facilité à s'entraîner, parce que c'est aussi des contraintes physiques. Je ne vais pas vous faire un dessin. Il y a les accès PMR, les gymnases, il en faut 2, 3. Il y a des cahiers des charges qui sont assez lourds. Donc dire aux personnes en situation de handicap et aux personnes valides, regardez les performances. La spécificité du parasport fait que aussi, grâce à vous, on peut aussi faire du sport, surtout dans la séquence actuelle. On parle beaucoup de sédentarité, on reste... Vous savez, je vais vous dire franchement, aujourd'hui, combien d'enfants ne font plus de sport à cause du Covid, à cause du confinement? Oui, c'est clair. C'est un véritable problème. Merci en tout cas, monsieur Moulet. Je rappelle que vous êtes vice-président régional Val de Loire, délégué au sport. Merci d'avoir nous avoir fait un retour sur ces Jeux paralympiques qui auront fermé leurs portes hier avec cette belle moisson, 54 médailles côté français. Merci beaucoup, monsieur Moulay, à bientôt sur France Merci, au revoir, à bientôt. Et c'est très intéressant de voir que la Tunisie, l'Algérie et le Maroc, 28, 29, 30e. Non, mais c'est pour ça que j'ai... C'est bien ça. Et le même nombre... Et 4 médailles d'or chacun. Ouais. Ça veut dire que ces 3 pays doivent faire quelque chose ensemble, parce que s'ils avaient une équipe olympique appelée maghrébine comme l'ancien URSS. Ouais, mais là, vous enlevez le nationalisme de chacun, là. Moi, ce que je trouve... J'en ai rien à cirer en ce début de saison, et j'en parlerai tout à l'heure. Ce que je trouve extraordinaire, surtout, c'est pas tellement le fait qu'on cumule des médailles, parce que c'est vrai que si on avait le Maghreb uni à 5 pays et pas 3, ça ferait une différence. Non, mais les autres, on a tendance à les oublier, il a raison, Gamal. La Mauritanie, la Libye, quand même. La Libye n'a pas participé. Elle n'a pas participé. Non. Il n'y a pas d'équipe. Oui, mais bon, voilà, on pourrait faire des choses à 5. Oui, tout à fait. Je vérifierai parce qu'il me semble qu'ils ont participé ils ont une performance récemment en foot plutôt, j'ai une bêtise. Oui. Non, par rapport à ça, ce qui est fort, c'est pas le fait de savoir qu'on a beaucoup de médailles. Il y a 73 pays qui ont participé sur 182 pays. Oui, sur 180, c'est vrai qu'il en manque beaucoup. Mais ce qui est extraordinaire, ça dit une chose, c'est un signe fort. Ça signifie que des pays qui sont sous-développés ou en voie de développement sont en mesure aujourd'hui d'envoyer des sportifs qui s'entraînent donc, qui sont de nationaux, qui s'entraînent pour du paralympique. Et ça, c'est un vrai saut qualitatif. C'est-à-dire qu'il y a peu de pays qui sont éligibles, on vient le souligner parce qu'il y a peu de pays qui participent. Et l'Afrique du Nord n'est pas la dernière là-dedans. Ils sont en train. On a vu cette belle photo d'un Algérien et d'un Marocain s'enlacer. Tout à fait. Et voilà, ça en dit beaucoup justement sur ce qui s'est passé. Et puis l'autre dimension, Christophe, c'est que les Jeux sont une espèce de façade de puissance économique des pays. Et là, on commence à voir, dans l'Olympique, c'était les Américains encore premiers et les Chinois juste derrière. Et là, dans le Paralympique, le premier, c'est les Chinois. Et la Grande-Bretagne est deuxième.
et les États-Unis, donc moins de personnes handicapées qui font le sport, troisième position. Et ça, c'est toujours analysé comme ça. Vous regardez les Jeux Olympiques sur Hitler. Oui, il y a 36. Et vous comprenez la vision du monde. 17h48, merci d'être avec nous dans un instant. Le LGF se termine avec le coup de gueule ou coup de cœur de nos chroniqueurs Gamal Abina et Tarek Mami. À suivre dans un instant, à tout de suite. Et pour finir ce LGF, dans un instant, le coup de gueule ou coup de cœur de nos chroniqueurs Gamal Abina et Tarek Mami pour conclure. Mais juste avant, il y a un auditeur qui souhaite parler à Monsieur Mami. Bonsoir Monsieur. Bonsoir Monsieur Christophe, bonsoir. Monsieur Mami, président, et Gamal Abina. Ça fait plaisir de vous entendre. Eh ben c'est gentil. Bonsoir, alors, bien sûr, bienvenue. Alors, qu'est-ce qui se passe mon ami? Ah la Tunisie nous est battue au basket. Oui. Ça franchement, ça vous laisse sans voix. Je suis pas trop content, mais je suis content pour la Tunisie. C'est clair. Eh ben c'est gentil. Président Tarek. Oui, je vous écoute. La Tunisie, vous êtes très 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 bon en basket et très 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 bon aussi concernant tout ce qui est chronique. Oui. Tout ce qui est quoi, j'ai pas compris. J'avais une question concernant tout ce qui est vie politique actuellement. Oui. Avec un certain monsieur. J'ai même pas envie de prononcer son nom. Mais qu'est-ce que ça m'embête. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire-là. Vous savez très bien de qui je parlais. Mais je sais pas. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors, sur la Tunisie, sans prétention, vous allez sur le site de France Maghreb 2, vous allez voir 2 articles qui expliquent la situation en Tunisie. Le premier s'appelle Kais Saïd quitte ou double, et le deuxième, il a été publié aujourd'hui, c'est sur la visite de la délégation des sénateurs américains en Tunisie, qui sont venus à la demande d'un parti tunisien que vous connaissez, faire la leçon au président actuel avec ses défauts. Et le président leur a expliqué dans une démarche mi-mystique, mi-ironique, mi-professionnelle l'histoire de la Constitution américaine. Très bien. Bon, merci pour la question. En tout cas, mon ami, à très vite. On va clôturer cette émission par... Donc, les 2 articles sont sur le site. www.francemaghreb2.fr. Voilà. Les coups de gueule et coups de cœur. Petite nouveauté dans ce LGF, dans cette nouvelle saison. Gamal Abina, tu vas nous parler de la vaccination, mon cher Gamal. C'est parti, on t'écoute. Bah voilà, donc pourquoi coup de cœur et coup de gueule, on pourrait dire entre les deux. J'ai un coup de gueule parce qu'il se trouve que il y a quelques mois, j'ai contracté le Covid, il y a 8 mois à peu près, et avec toute ma famille d'ailleurs. Et on a cru à ce moment-là, un peu naïvement, que le fait d'avoir contracté cette bestiole, ça nous permettait d'échapper d'abord à la vaccination et la possibilité, si on le recontracte à nouveau, et ça arrive évidemment, qu'on en meurt, parce que notre corps et nos défenses immunitaires, les globules blancs pour être très précis, les lymphocytes, connaissent ce virus, le reconnaissent et le combattent immédiatement, ce qui permet de pouvoir, au bout de 2-3 jours, liquider le problème. Le seul problème, c'est qu'entre-temps, on a appris que, avec tout un tas de calculs un peu fantaisistes, on a appris que non, il fallait absolument que nous ayons une seconde dose de vaccin sur une base complètement fantaisiste, c'est-à-dire vous avez 6 mois, au terme de 6 mois de la contamination, vous devez avoir une seconde dose, sinon vous prenez les 2 doses. Et j'ai été vacciné le week-end dernier, mais je reconnais quand même, c'était désagréable, que je trouve inadmissible qu'on nous impose une dose de vaccin alors que beaucoup de personnes ne seront pas vaccinées. C'est en cela que je dis le vaccin, oui, mais pas pour ceux qui ont contracté la maladie. Très bien. Eh bien, il a respecté le chrono, notre ami Gamal Abina, c'est parfait. Alors, j'ai entendu que ça faisait tic-tac, tic-tac. Oui, voilà, il y a un petit chrono. Oui, voilà. Alors moi, ça ne me perturbe pas, j'ai l'habitude. Oui. Mais je crains, cher Christophe, que pour quelques auditeurs, quelques chroniqueurs, en tout cas les premières fois, ça va les perturber. Oui, c'est fait exprès. Voilà. C'est fait exprès. Alors, on y va, Tarek Mami. Alors, c'est un coup de gueule, un coup de cœur. C'est quoi d'ailleurs? Vous le qualifiez comment? Un éditorial un peu spécial. Eh bien, on y va, Tarek Mami. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La nouvelle saison commence. Je rappelle la ligne éditoriale de France Maghreb 2. C'est informer, débattre et divertir. C'est dire les faits, avant de passer aux commentaires. C'est parler de ce qui réunit les auditeurs de la radio, au-delà de leur nationalité, au-delà de leur pays d'origine et au-delà des pays d'origine de leurs parents. France Maghreb 2 ne sera pas là pour régler le problème géopolitique
entre les Marocains, les Algériens, les Tunisiens et les Libyens. Elle est là pour donner une boussole, pour défendre nos intérêts en tant que citoyens français, cette fois français tout court. Ceux qui rentrent dans cette ligne, ils seront toujours les bienvenus. Et ceux qui viennent pour monter, comme disait le président Macron, les chicayas des uns contre les autres, on leur souhaite une bonne année en dehors de prise de parole de France Maghreb 2. Eh ben c'est parfait, dites donc. Vous êtes des bons élèves pour la première. En tout cas, demain, Emmanuel Dupuis sera avec nous, Nadia Chérif aussi, et monsieur Rudy Kazi. Et on aura deux invités aujourd'hui. Tiens, un invité que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Marseille, Asdine, qui sera avec nous tout à l'heure, demain pardon, à 16h30. Et puis on recevra un candidat pour la primaire écologiste. Vous savez que en ce moment, on en recevra 3 sur les 5. Sandrine Rousseau, Jadot et Jean-Marc Governatori qui sera avec nous demain sur France Maghreb 2 à 17h. Soyez là et fidèles au poste et au rendez-vous sur France Maghreb 2. Tarek Mami, rendez-vous vendredi avec Pierre-Henri.